Je me suis réveillé ce matin avec cette coupe de merde et je me suis dit, que faire? Est-ce que je me douche? Est-ce que je me recoiffe pour atteindre une espèce de prétendue perfection? Et la réponse est non. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est pas d'avoir une coupe parfaite tous les jours, et ça n'est pas non plus, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, d'être parfait dans ses connaissances, dans sa maîtrise ou dans ce qu'on propose au monde ou à sa communauté. Il y a quelques jours, un des élèves de ma formation bayésienne m'a envoyé une vidéo en me disant « Antoine, regarde, je suis tombé sur cette fille, elle fait une vidéo sur les protéines et apparemment la prétendue vérité sur les protéines. Et c'est quand même assez bizarre parce qu'elle a 500 000 abonnés quasiment et elle raconte des trucs qui vont très à l'encontre des connaissances scientifiques qu'on a et notamment des recherches scientifiques qu'on propose au sein de la formation. Est-ce que tu pourrais me donner ton avis? Et j'ai pas pour habitude clairement d'examiner ou de prendre du temps pour évaluer ce que les autres membres de la communauté du fitness font. Primo, parce que généralement ça n'en vaut clairement pas la peine et que deuxio, il est bien mieux, je pense, de se concentrer sur ce qu'on peut proposer soi-même plutôt que de faire attention à ce que les autres font. Mais là, j'avais un élève qui était en difficulté et potentiellement face à une dissonance cognitive assez importante entre les connaissances scientifiques qu'il avait accumulées sur la réalité de l'apport en protéines et une vidéo qui semblait dire tout haut des trucs qui n'étaient pas forcément extrêmement pertinents. La personne qui a réalisé cette vidéo que mon élève m'a envoyée s'appelle Lucille Woodward. C'est une coach sportif à ce que je peux lire sur son Instagram et qui a une grosse communauté dans le milieu du fitness puisqu'elle a 250 000 quasiment abonnés sur Instagram et quasiment 500 000 abonnés sur YouTube. Elle est là depuis longtemps je pense parce qu'elle a plus de 250 vidéos publiées sur YouTube. Et donc puisqu'elle est validée sur Instagram et sur YouTube et qu'elle est là depuis longtemps, elle a très probablement une influence que j'espère positive sur sa communauté. Avant toute chose, et avant de rentrer dans le vif du sujet de cette analyse, le but du jeu, c'est évidemment pas de créer un drama, de descendre cette personne en flamme que je ne connais pas. Je connais pas son travail, je connais pas sa moralité, je connais pas son éthique. L'enjeu de cette vidéo, c'est simplement de remettre à leur place certaines affirmations sur la réalité scientifique en nutrition des protéines, puisque sa vidéo s'appelle « La vérité sur les protéines » et que vous allez le voir, même s'il y a des très bons points dans sa vidéo, que je vais évidemment souligner par souci de transparence et d'objectivité, il y a également, à mon sens, quelques petits trucs sur lesquels il faut qu'on revienne, mais pour enrichir le débat global. Le but pour moi ici, c'est pas de créer un tribunal scientifique et de dire Lucille Woodward a tort, ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi, là ça dépasse les bornes, etc. Le drama, le bad blood et les critiques à tout va, ça a jamais été ni ma tasse de thé, ni mon cheval de bataille, ni la façon dont je gagne ma vie. La façon dont je gagne ma vie, c'est en transmettant des connaissances scientifiques à mes élèves, notamment au sein de la formation bayésienne. Et le but, c'est simplement de faire progresser la connaissance, tous ensemble, et de remettre un peu les pendules à l'heure, tout simplement. Donc cette critique, encore une fois, n'a rien de personnel. Je connais pas cette personne. Si je la croise un jour sur un salon du fitness, etc., je pourrais tout à fait aller lui dire bonjour. Il n'y a pas d'animosité de ma part. Et je me pose pas non plus de façon supérieure à elle, absolument pas. C'est toujours facile de juger le travail des autres a posteriori. Je sais pas dans quel cadre et quel contexte elle a tourné cette vidéo. La vidéo date, elle a 1 an. Elle a très probablement progressé sur ses connaissances en nutrition depuis. Bref, on n'est pas en train ici de faire un procès à charge de Lucille Woodward. C'est clairement pas le but. Tout ce qu'on va faire, c'est examiner ensemble ce que cette personne nous dit sur les protéines pour pouvoir redonner aux protéines dans le sport la place qui est la leur et jeter un peu de lumière scientifique sur tout ça. Salut, attention, c'est une vidéo coup de gueule. J'en ai marre, mais tellement marre d'entendre tout et son contraire sur les protéines dans le milieu du fitness et de la nutrition. Les barres protéines. Alors coup de gueule, ok, mais généralement pour pouvoir attaquer sur un ton un peu agressif comme ça, il faut du biscuit derrière. Donc j'espère que l'analyse va être solide. Alors les protéines, c'est quoi? Déjà, reprenons les choses dès le début. Donc les protéines, ce sont des très grosses molécules formées de chaînes d'acides aminés. Elles font partie des macronutriments comme des glucides et des lipides. Et puis, ce sont des éléments de construction dans l'organisme. La peau, les os, les muscles, le système immunitaire et l'ADN se construisent grâce aux protéines. Alors, quels sont nos besoins en protéines?
Ok, donc là, on commence la vidéo avec un super rappel des bases. Effectivement, on le sait, les protéines ont un rôle structurel dans l'alimentation et c'est grâce aux protéines de notre alimentation qu'on arrive à créer de l'homme. Puisque la magnifique machine du corps humain nous permet d'assimiler effectivement les acides aminés, comme elle le rappelle, des protéines, pour pouvoir les transformer, les encoder et synthétiser de nouvelles protéines nous-mêmes pour pouvoir faire effectivement de la peau, des tendons, des muscles, entre autres, du plancher organique, puisque les organes sont des très gros consommateurs de protéines et que généralement dans le sport on pense protéines, muscles, mais c'est vos organes, donc l'intérieur de votre corps, tout ce qui se voit pas, qui consomme et qui nécessite le plus de protéines au quotidien. Donc ça c'est un super rappel et déjà ça plante le décor de façon très saine. Lucille, bien joué. Ensuite elle enchaîne sur les besoins en protéines. Alors, écoutez-moi bien, écoutez, Je t'écoute Lucille, on t'écoute. Les protéines sont les nutriments dont l'être humain a le moins besoin pour vivre. Les protéines sont les nutriments dont on a le moins besoin. Eh ouais. Alors là, mademoiselle, vous vous aventurez sur un terrain très glissant et très accidenté. Ça remet bien les pendules à l'heure, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors là, on a la convocation d'un argument d'autorité. Si l'OMS dit ça, forcément, c'est que ça doit être vrai. On doit manger 70% de glucides, 20% de lipides et 10 à 15% max de protéines. Alors, manifestement, elle fait une confusion entre le fait qu'on n'ait pas besoin de davantage de protéines que de glucides ou de lipides au sein de son alimentation, et le fait que ce soit par conséquent le macronutriment le moins important et le moins essentiel. En réalité, c'est pas parce que c'est le moins important en termes de volume dans votre alimentation que c'est le moins vital et le moins essentiel. Si je prends une analogie toute simple, l'eau, par exemple, en termes de calories, est absolument eucalorique. Si vous buvez 10 litres d'eau, vous apportez à votre corps 0 calories. Et pourtant, l'eau est un aliment absolument essentiel à la vie. Je pense qu'on ne me contredira pas. Donc partir de la constatation qu'un aliment ou un macronutriment, en l'occurrence comme les protéines, occupe une faible part dans l'apport calorique global et en déduire que par conséquent, il n'est pas essentiel à la vie ou c'est le moins important des macronutriments, c'est une grosse erreur. Protéines, si on retourne à l'étymologie grecque, ça vient du grec protéos, qui veut dire essentiel à la vie, donc par définition incontournable. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'en termes de chimie, le corps ne peut pas produire ses propres protéines. C'est-à-dire que si vous arrêtez d'apporter à votre organisme des protéines, au bout d'un moment, vous allez mourir. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez compris, les protéines ont un rôle structurel extrêmement important et que Lucie l'a rappelé au début de sa vidéo, pour notamment le système immunitaire, la synthèse des protéines musculaires, mais également la synthèse de l'ensemble des protéines de votre corps. Si vous n'apportez pas de protéines à votre corps, vous allez mourir. Donc dire que c'est le macronutriment le moins important, bah c'est une grossière erreur et ça sème un peu la confusion dans la tête des gens parce que quand j'entends c'est le moins important, je me dis bon bah si j'en manque ou si j'en consomme pas trop ou si je veille pas à en consommer ou à optimiser ma consommation, c'est pas grave. Et malheureusement, c'est comme je vais vous l'expliquer et comme vous le savez très probablement si vous regardez mes vidéos depuis longtemps ou que vous suivez notre formation Bayesian et que vous vous intéressez à la littérature scientifique, c'est évidemment pas vrai. Eh bien, encore beaucoup de personnes pensent que consommer un max de protéines animales favorise la perte de poids et la bonne santé. Sauf que c'est bullshit, faux, archi faux. En réalité, la bonne santé de l'être humain vient d'une très faible consommation de protéines. Ok. Alors, là, il y a un gros souci. J'ai entendu animal, donc est-ce qu'elle essaye d'orienter sa rhétorique sur le fait que les protéines animales ne sont pas essentielles et qu'on peut s'en dispenser et que surtout on peut être en bonne santé sans consommer un max de protéines? Ça c'est absolument vrai et personne ne le conteste. Vous n'avez pas besoin de surconsommer les protéines pour être en bonne santé. Le problème, c'est que dire que la bonne santé vient du fait de consommer peu de protéines, c'est une absolue aberration. On le sait, vous le savez, je vous le dis depuis longtemps, le consensus scientifique des recherches pour optimiser la santé des sujets sédentaires et surtout des sujets sportifs avec une activité visant le développement de la masse musculaire, son entretien ou éventuellement l'hypertrophie dans le cadre de la musculation et du bodybuilding, le consensus scientifique en ce moment, à l'heure actuelle en 2021, s'arrête et les méta-analyses sont extrêmement claires sur le sujet, aux alentours de 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour. Je le sors pas de mon chapeau, on a des données scientifiques extrêmement nombreuses et je vais vous fournir quelques études, pas l'ensemble des données qu'on a parce que ça ne sert à rien, mais 5 ou 6 études qui corroborent cet état de fait et qui montrent que on peut pas dire aujourd'hui en 2021 la santé vient du fait de consommer peu de protéines, c'est impossible. Pour les athlètes qui cherchent à maximiser leur masse musculaire, on a même beaucoup de recherches qui montrent qu'il y a des bénéfices non négligeables à inclure un double intervalle de confiance. En statistique dans les recherches, c'est un truc qu'on
qu'on connaît bien, et à passer de 1,6 g à 1,8 g par kilo de poids de corps et par jour de protéines, ce qui fait pour un athlète de 70 kg de mon poids environ 120 à 125 à 130 g de protéines par jour pour maximiser l'entretien et le développement de sa masse musculaire. Ce qui ne veut pas dire que vous avez besoin d'en consommer autant, ce qui veut dire que si vous en consommez autant, premièrement, vous vous exposez à aucun risque de santé, comme je vais y revenir par la suite, et deuxièmement, vous êtes sûr de ne pas subir de catabolisme, de dégradation, et donc d'optimiser l'ensemble des processus dont votre organisme a grand besoin pour régénérer l'ensemble de ses cellules, maximiser la synthèse de vos protéines évidemment, mais aussi votre santé. Donc sans vouloir être méchant, je vois pas comment on peut commencer une vidéo sur les protéines aujourd'hui en 2021 en disant que la bonne santé vient du fait de consommer peu de protéines. Peut-être qu'elle s'est embrouillée les pinceaux, peut-être que ce qu'elle voulait dire c'est qu'on n'a pas besoin de consommer beaucoup de protéines et manifestement dans sa rhétorique beaucoup de protéines animales pour pouvoir être en bonne santé. C'est très vrai, c'est pas parce que vous consommez beaucoup de protéines animales que vous serez forcément en bonne santé, et à l'inverse on peut être en très bonne santé en consommant absolument aucune protéine animale. Mais ça, il n'y a pas de débat, on peut être vegan, végétarien et arriver à optimiser son alimentation sans avoir recours à aucune protéine animale et toutefois être en bonne santé. Mais dire, vous l'avez compris, que la bonne santé dépend du fait de consommer peu de protéines, c'est une absolue aberration comme je vous l'ai démontré. En revanche, l'excès de protéines, lui, est bien connu, est très mauvais pour la santé et favorise des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les pertes osseuses, des problèmes rénaux et certains cancers également. Ok, alors, où sont les données? Où sont les études? Où sont les essais randomisés, contrôlés? Où sont les méta-analyses? Je veux les voir. Parce que très honnêtement, si tout ça c'est vrai, je pense être en 2021 et en fait on est en 1492 et Christophe Colomb est encore comme ça devant sa barque à ramer et à arriver devant l'Amérique en pensant débarquer aux Andes. Ça c'est une aberration absolue. Il n'y a pas de danger à consommer beaucoup de protéines, il n'y a pas de danger à consommer d'excédent de protéines, vous le savez très probablement, même s'il y a des mythes sur les insuffisances rénales et le fait que, attention, le tissu rénal est en danger par une consommation énorme de protéines, c'est absolument pas le cas. Les seuls inconvénients, vous le savez probablement parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, d'un apport excessif en protéines, c'est primo que ça coûte cher, donc vous allez vous ruiner pour rien parce que vous n'avez pas besoin de surconsommer des protéines pour optimiser votre santé, votre bien-être et le développement de votre masse musculaire par exemple. Le deuxième léger inconvénient potentiel dans les recherches, je vous mettrai des recherches juste en dessous qui corroborent ce fait, mais les données sont assez inconsistantes dans les recherches, il y a des données qui montrent que c'est le cas et des données qui montrent que c'est pas forcément extrêmement pertinent, c'est le potentiel dérèglement de votre ratio testostérone-cortisol. C'est-à-dire qu'en mangeant davantage de protéines que de glucides, donc en surconsommant les protéines, vous allez potentiellement vous mettre à sécréter davantage de cortisol, l'hormone du stress, et un peu moins de testostérone, et donc à vous mettre à potentiellement par exemple favoriser un peu moins la croissance de la masse musculaire. Mais en termes d'inconvénients et d'impact négatif sur la santé de consommer davantage de protéines, c'est peanuts. On ne favorise pas le diabète de type 2, on ne favorise pas des pertes osseuses, on ne favorise pas des problèmes au niveau des reins, on ne favorise pas les cancers. En revanche, en consommant par exemple, et c'est peut-être là qu'elle a fait le glissement dans sa syntaxe et l'amalgame, en consommant notamment de la viande et des protéines animales transformées, par exemple traitées avec des modes de cuisson extrêmement agressifs, avec des flammes à vif directement impactées sur la viande, avec par exemple des produits issus de la friture comme le poulet frit, etc., ou avec des cuissons extrêmement agressives comme du barbecue ou du wok. Là, effectivement, on a des données, je vous les mettrai encore une fois en dessous, je vous préviens, il va y avoir beaucoup de données dans cette vidéo qui montrent que effectivement la consommation de ces produits d'origine animale transformés par les procédés industriels et par la main de l'homme favorise effectivement le développement de certains carcinomes vasocellulaires, cancérigènes, etc. Mais le développement des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 et des pertes osseuses comme des problèmes rénaux en consommant davantage de protéines si elles sont de bonne qualité, c'est encore une fois scientifiquement une absolue aberration. Il faut arrêter ces conneries en 2021. Et pourquoi c'est mauvais de consommer des protéines? Ah bah explique-nous, je veux bien savoir. Du coup. Eh bien parce que les protéines animales, lorsqu'elles sont digérées, acidifient le corps, qui doit rester à peu près à pH 7, 7,2. Waouh. Là, on est sur la théorie de l'acido-basique. Je nage en plein dans les années 60. Jason Fung sort de ce corps. Ok, un exemple tout bête. Qui doit rester à pH 7 ou 7,2. Tes sucs gastriques, ils sont à pH combien à ton avis? Comme ça, hein. Ta bile, elle est à pH combien à ton avis? Comme ça. D'où l'organisme, enfin,
Bref, ça c'est des aberrations qu'on sortait dans les années 50-60. Attention, les protéines acidifient l'organisme, le sang, la lymphe, etc. Oui, certes, il y a un effet acidifiant des protéines, mais comme il y a un effet basifiant de l'ensemble d'autres aliments, et on le sait maintenant depuis probablement 30 ans dans les cercles scientifiques sur la nutrition, à partir du moment où vous avez une alimentation équilibrée, où vous consommez suffisamment de végétaux, donc de minéraux, de fibres notamment et de vitamines issues des légumes et des fruits principalement, il n'y a absolument aucun inconvénient d'avoir un apport optimisé en protéines, puisque vous allez de toute façon tamponner potentiellement cet aspect négatif et cet inconvénient lié à l'acidification de l'organisme, qui en fait n'en est pas un, mais bref. Et du coup, vous vous en sortirez parfaitement bien avec un apport en protéines optimisé à partir du moment où votre diète est saine et optimisée. Mais en fait, il n'y a pas de question à se poser. Mangez sainement, mangez des légumes, des fruits, suffisamment de fibres, de vitamines et de minéraux, et surtout optimisez votre apport en protéines. Là, j'ai l'impression d'entendre Gwyneth Paltrow qui nous dit c'est hyper important de boire un jus de citron le matin et en même temps de l'eau alcaline pour basifier mon organisme. Alors, combien de protéines faut-il consommer chaque jour? Là, j'ai un peu peur. On va voir. Je peux avoir une bonne surprise. Bien, toutes les recherches scientifiques indiquent. Alors, toutes les recherches scientifiques indiquent, mais elles n'en montrent aucune à l'écran, et manifestement, il n'y en a pas dans les sources qu'elles proposent. C'est toujours un peu léger, c'est facile de dire le consensus scientifique sans fournir de data et sans fournir de biscuits. C'est pour ça que dans le cadre de notre formation bayésienne, l'ensemble des paragraphes, l'ensemble des chapitres et l'ensemble des arguments est systématiquement validé par les dernières recherches en nutrition, et que généralement, quand je fais ce genre de vidéos ou que je fais des conférences, je cite mes sources et je fournis à l'auditoire et aux gens qui m'écoutent des preuves scientifiques pour pas simplement dire l'ensemble des recherches. Donc j'espère que si elle convoque l'ensemble des recherches, ça va être cohérent. Du coup, j'ai un petit doute. Qu'il faudrait consommer environ 0,8 g de protéines par kilo de poids total. Un peu moins si on n'est pas du tout sportif, un peu plus, jusqu'à 1,2 g par kilo si on est vraiment très sportif. Alors, je m'attendais à une catastrophe. C'est un peu moins catastrophique, c'est-à-dire que si vous consommez 0,8 g de protéines par kilo de poids total, imaginons que je sois sédentaire, je fais 70 kg, 7 x 8, 56, je peux vous assurer, parce que pour le coup, toutes les recherches le montrent, je vous mettrai des sources juste en dessous, qu'avec 56 g de protéines, vous allez simplement voir votre masse musculaire sur le long terme diminuer, jusqu'à ce que potentiellement vous arriviez à 60, 65, 70 ans, que vous soyez frappé d'une sarcopénie massive et que bizarrement, vous puissiez plus vous lever, vous pétiez le col du fémur, parce que vous avez tellement plus de masse musculaire, notamment sur les membres inférieurs, que la locomotion devient difficile, que l'indépendance et l'autonomie motrice et vestibulaire devient difficile, et que bizarrement ensuite on se retrouve chez nous, potentiellement grâce à ce genre de conseils de santé, avec des vieux dans les EHPAD qui arrivent à 75 ou 80 ans et qui peuvent même plus marcher parce qu'ils ont zéro masse musculaire. Donc 0,8 c'est très clairement sous-optimal. Après elle propose un ratio un peu plus important de 1 à 1,2. Si vous consommez 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, si vous êtes sédentaire, ça peut très bien suffire. Si vous êtes sportif, ça peut être très léger. Si vous êtes sportif visant à optimiser votre masse musculaire et que vous faites de la musculation, voire du bodybuilding, voire des sports de force comme du rugby, de la lutte ou de l'haltérophilie, ça risque d'être extrêmement peu. Après, 1,2 g par kilo de poids de corps et par jour pour un sujet sédentaire, ça peut suffire et c'est pas aberrant. Donc on va pas lui tirer dessus à boulet rouge, mais 0,8 c'est très clairement, et les recherches le montrent, insuffisant. Moi par exemple, qui fait 66 kg, il faudrait consommer environ 53 g de protéines par jour. Ce qui correspondrait par exemple pour une journée à 100 g de lentilles, 100 g de sardines, 30 g d'amandes, 50 g de pois chiches et 20 g de fromage. Alors ça, c'est extrêmement intelligent. Lucille, bien joué. Ça, c'est extrêmement intelligent. Pourquoi? Parce que les gens ont énormément de mal. Et pour nous, qui connaissons les recherches et qui nous entraînons et qui optimisons notre alimentation, ça paraît une évidence. Mais les gens, et je le constate tous les jours, ont énormément de mal à se projeter dans la réalité de l'alimentation et à se dire « Ok, il faut que je consomme des protéines, très bien, mais comment je fais ?» Généralement, quand vous parlez à un béotien, à quelqu'un qui connaît rien, il va vous dire « Les protéines? La viande? Bah... » Entre autres, mais il y a évidemment des sources de protéines dans une infinité d'autres types d'aliments. La viande évidemment, mais aussi le poisson, aussi les produits laitiers, aussi les œufs, aussi les crustacés, les fruits de mer, mais évidemment également les légumes, certains légumineux, certaines graines, certains fruits à coque, certains tubercules, etc. Donc c'est très intelligent de rappeler que il peut y avoir effectivement des protéines dans les lentilles, dans les amandes, dans les pois chiches, dans les sardines, dans le fromage. C'est un peu plus évident pour la plupart des gens, mais ça c'est un très bon point, ça c'est très bien dit. Mais franchement, vous imaginez la galère d'analyser nos apports en protéines chaque jour? Bon, moi perso, je le fais pas. Les calories, les protéines, les macros, mais libérez-vous de tout ça.
Alors là, on sent qu'elle est un petit peu moins à l'aise parce que probablement la nutrition, c'est pas sa spé et c'est pas un souci. La galère de calculer de façon un peu optimale son apport calorique et ses protéines, etc. sur une journée, honnêtement, si c'est une galère pour toi, c'est que probablement tu as des bases en nutrition qui sont pas si solides que le ton de ta vidéo a l'air de l'affirmer parce que c'est simple. Et nous, notre spécialité, je dis nous, moi, mon associé et meilleur ami Nevin et les coachs qui travaillent avec moi, notre spécialité, c'est d'enseigner à des gens qui n'y connaissent rien à faire ces choses de façon simple parce que la nutrition et l'optimisation de l'alimentation, c'est pas si dur, c'est pas des maths, c'est pas de la biochimie, c'est pas des calculs impossibles entre des lipides, des glucides, des minéraux, des protéines, des fibres, des calories, etc. C'est en fait assez simple, ça demande de la logique, un peu de bon sens et un petit peu de pratique dont Lucille semble manquer. Alors après, elle est coach sportif, je dis pas qu'elle n'est pas compétente pour entraîner les gens, etc. Mais en termes de nutrition, effectivement, elle a l'air peut-être un peu à la traîne. Vous n'avez aucun besoin de comptabiliser, d'analyser votre apport en protéines chaque jour, à part peut-être si vous êtes un super bodybuilder en période de compétition, et encore. Alors, libérez-vous de tout ça, vous n'avez absolument pas besoin de comptabiliser vos apports caloriques et vos apports en protéines. Juste l'apport calorique et l'apport en protéines, on le sait dans les recherches pour le coup, c'est juste les deux variables les plus importantes en termes de santé pour arriver à optimiser une diète en fonction des besoins d'une personne et a fortiori pour un sportif. Donc libérez-vous de tout ça, oui et non. Certes, on peut arriver à optimiser son alimentation, sa diète et sa santé sans faire de calcul, sans calculer au gramme près et à la calorie près et au gramme de protéines près la teneur de son alimentation et de son apport calorique. On peut tout à fait raisonner en termes de quantité globale, à l'œil nu, essayer d'évaluer avec des tailles de portions. Il y a une infinité de méthodes pour y arriver. Vous n'avez pas besoin de prendre des applications comme MyFitnessPal et comptabiliser si ça vous stresse ou ça vous angoisse. Ça dépend des types psychologiques et dans les recherches en psychologie sur la nutrition, on se rend compte que tous les types psychologiques ne sont pas faits pour utiliser les mêmes méthodes et heureusement on est des êtres humains, on n'est pas tous faits pour utiliser les mêmes outils et s'en satisfaire, mais se libérer complètement de tout ça et ne pas penser au toto calorique et vas-y c'est pas grave, je mange du peanut butter, vas-y c'est pas grave, je peux manger des Big Mac et des glaces indifféremment parce que on n'a pas besoin de s'en préoccuper, c'est un petit peu dangereux comme affirmation je pense. Votre corps sait très bien gérer les stocks, un jour vous en consommez beaucoup, un jour vous en consommez beaucoup moins, voilà. C'est un peu simpliste comme conclusion. Alors, on va faire un petit point là-dessus. Le corps ne sait absolument pas gérer très bien l'apport en protéines. La vérité, c'est que quand le corps a un apport optimal en protéines, il arrive à optimiser l'ensemble de ses processus, comme elle l'a très bien mentionné au début, les processus immunitaires, la reconstruction du plancher organique de l'ensemble des cellules de votre corps, etc. Mais quand il n'a pas assez de protéines, le corps, il fait quoi? Il optimise avec ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'il a? Il a l'ensemble de vos tissus pour se fournir en protéines. Donc certes, il a des mécanismes de régulation et si vous avez un apport sous-optimal en protéines, il va pouvoir s'en procurer pour pallier ce manque-là. Mais comment est-ce qu'il va pallier ce manque-là? En catabolisant, parce que c'est le terme dans les recherches, le catabolisme, en catabolisant vos propres tissus, c'est-à-dire en dégradant vos tissus, votre peau, vos organes, vos muscles, en hydrolysant les protéines qui sont déjà contenues dans votre structure corporelle pour pouvoir reconstruire d'autres tissus qui sont en souffrance et qui ont des besoins de régénération et de reconstruction à un instant T. Donc le corps sait très bien de quoi il a besoin et il arrive à s'autoréguler? Absolument pas. L'apport en protéines, c'est pas l'apport en vitamine D. C'est pas parce que vous vous exposez 3 jours au soleil et que le corps est capable d'emmagasiner de la vitamine D que ensuite, si le lendemain vous avez absolument pas de soleil, il va pouvoir réguler sa synthèse de vitamine D et arriver à équilibrer à peu près les apports et le stockage. Ça marche pas comme ça. Quelles protéines choisir? Et oui, parce qu'on vous a toujours bassiné que les protéines se trouvaient dans les œufs, le poisson, le bœuf. C'est vrai. Alors qu'en réalité, on trouve des protéines dans la plupart des aliments. Oui, mais pas forcément à teneur égale. J'attends son exemple. Le pain complet, il y a 8 à 10 grammes de protéines pour 100 grammes de pain complet. Ok. Vous saviez pas ça, hein? Alors, je trouve intéressant d'attirer la sagacité et l'intérêt des gens sur le fait que beaucoup d'aliments dont ils ne soupçonnent peut-être même pas l'existence contiennent en réalité des protéines. C'est intelligent, ça les fait réfléchir. Après, il y a quand même une réalité à garder en tête, mais qu'elle a balayé d'une main en disant que l'apport calorique et le total en protéines n'était pas important en soi et qu'on pouvait s'en libérer. C'est que si vous consommez, elle cite l'exemple du poisson, je sais pas, 100 grammes de thon, vous allez effectivement pouvoir avoir 20, 23, 27 grammes de prot pour 100 grammes de thon par exemple, en fonction des morceaux, alors que si vous consommez 100 grammes de pain complet, vous allez avoir 8 à 10 grammes de protéines. Donc certes, la teneur en protéines des aliments n'est pas la même, aucun souci.
Le problème, c'est qu'en termes de total calorique, si vous consommez 100 grammes de thon, bah, si c'est du thon blanc genre albacore, vous allez avoir peut-être 120, 140 kilocalories. Si vous consommez 100 grammes de pain complet en vous disant tiens oui, il y a aussi des protéines dans le pain complet, 100 grammes de pain complet, ça fait entre 320 et 370 kilocalories. Donc déjà, la balance calorique est absolument différente. Et surtout, l'apport en protéines vis-à-vis de l'apport calorique total de vos portions est très différent. Vous allez avoir 2 ou 3 fois plus de protéines, comme vous le voyez dans mon exemple qui est tout simple, dans 100 grammes de poulet ou 100 grammes de thon ou 100 grammes de saumon que dans 100 grammes de pain complet. Donc oui, il y a des protéines dans beaucoup plus d'aliments que ce à quoi les gens pensent de façon intuitive, mais attention au total calorique qui est juste la variable la plus importante d'une alimentation saine, équilibrée et en accord avec les besoins d'un sujet. Ce qui encore une fois ne veut pas dire qu'on ne doit consommer que des protéines d'origine animale ou que les protéines d'origine animale sont essentielles à la tenue d'un régime optimisé, c'est pas ce que j'ai dit. Donc aucun besoin de se prendre la tête, cumulé, on arrive pratiquement toujours à 40-60 grammes de protéines par jour. Et d'ailleurs, des études ont montré que les végétariens ont toujours bien plus de protéines que nécessaire dans leur alimentation. Alors, aucun besoin de se prendre la tête. Bah voilà le problème. En fait, à force de ne jamais se prendre la tête, on finit par faire les choses de façon clairement médiocre et sous-optimale. Et arriver à 40-60 grammes de protéines par jour, à moins de faire 40 kilos et d'être complètement sédentaire, je vous l'ai dit et je le répète, c'est clairement pas assez pour entretenir sa santé et l'ensemble des processus importants pour votre organisme. Et les protéines végétales, eh bien elles sont d'aussi bonne qualité que les autres. Il faut arrêter avec la peur de la digestion et de la biodisponibilité. Non, tout est bien. Il faut arrêter avec la peur de la digestion et de la biodisponibilité. Alors c'est pas une peur, c'est une réalité physico-chimique. Tout est bien. Ouais, on est en plein relativisme culturel nutritionnel. Tout est bien, certes. Enfin, de quoi on parle? Il faut juste s'assurer d'avoir une bonne variété de protéines végétales pour avoir tous les acides aminés dont on a besoin. Le gros plus, c'est que ces protéines végétales viennent généralement d'aliments. Alors, un petit point scientifique important là-dessus, même si la digestion des protéines végétales et la biodisponibilité de leurs acides aminés n'est pas un thème qui doit effrayer les gens et qu'on ne doit pas se dire « Ah bah non, il y a des problèmes de digestion et des problèmes de biodisponibilité, donc forcément je vais pas être vegan ou végétarien, je vais pas consommer de protéines végétales », évidemment ce serait une aberration, mais juste le fait que votre organisme digère moins bien des protéines d'origine végétale que des protéines animales, ça en dit déjà long sur la qualité des protéines animales par rapport aux protéines végétales, et surtout la biodisponibilité des acides aminés des protéines végétales, bah c'est pas un mythe et c'est pas un truc dont on peut se battre les couilles complètement. On le sait, et je vais vous citer encore quelques recherches que vous retrouverez juste en dessous, les protéines végétales souffrent de ces deux problèmes que sont généralement une incomplémentarité des acides aminés, mais ça, elle souligne qu'il est important d'avoir une complémentarité quand on est normalement végétarien ou vegan. Ça, c'est très intelligent de le rappeler parce que c'est juste la base de l'optimisation de l'alimentation végétarienne et végane. Et on sait également que la biodisponibilité, notamment des acides aminés, est réduite par les antinutriments, notamment l'acide phytique, de quasiment 20% dans l'ensemble des protéines végétales. Ce qui veut dire que si vous vous dites « Ah bah, je peux viser les recommandations qu'elle a données entre 0,8 et 1 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, et qu'en plus vous n'avez recours qu'à des protéines d'origine végétale, bah forcément vous vous tirez une balle dans le pied parce que vous avez 20% de protéines en moins illico. Simplement à cause de ce problème de la biodisponibilité et des antinutriments notamment, qui est une vraie réalité de l'alimentation végétarienne et végane. Choisissez les protéines que vous voulez. Animal, végétal, mais s'il vous plaît, choisissez-les non transformées. Parce que tout ce qui est poudre, whey ou bar, vegan, végétal, tout ça finalement c'est des produits ultra transformés, congelés, déshydratés, mélangés à des tonnes de sucre et d'édulcorants pour masquer leur goût dégueu. Et vous n'avez pas besoin de tous ces produits chimiques, même si vous faites beaucoup de sport. Ça, c'est un très bon conseil. Ça, c'est juste la base de l'alimentation. Plus vous consommez une alimentation avec des aliments d'origine naturelle, entiers, non transformés, mieux ce sera pour votre santé, évidemment, pour la richesse et la teneur en vitamines, en minéraux, en fibres de l'ensemble de vos aliments, mais aussi pour l'effet thermique de vos aliments, le fameux TEF dans les recherches, qui a un impact important sur le métabolisme, rappelons-le, et puis sur votre santé globale. Plus les aliments sont naturels, plus ils sont riches, et plus ils sont transformés, plus ils sont pauvres, plus ils représentent des calories vides, c'est-à-dire des calories qui vous apportent de l'énergie, mais assez peu d'intérêt en termes nutritionnels, et donc tournez-vous effectivement vers des aliments le plus entiers et non transformés et non industrialisés possible. Et oui, parce qu'on entend tout le temps, les protéines et le sport, c'est très important pour devenir costaud et musclé. Oui, c'est juste la base de la synthèse protéique, effectivement c'est important. Eh non, attention aux raccourcis. Je suis très curieux là. Scoop! Ce n'est pas en mangeant du muscle d'animaux que vous allez vous-même vous construire des muscles puissants. Alors du muscle d'animaux,
Non, pas forcément, mais c'est en consommant tous les jours des acides aminés en quantité suffisante que vous allez pouvoir soutenir la synthèse protéique, qui est juste le mécanisme de création de nouveaux tissus musculaires et donc qui va vous permettre de créer le phénomène de surcompensation et donc de faire progresser votre masse musculaire. Donc si vous voulez maximiser votre hypertrophie et développer votre masse musculaire, malheureusement, il va falloir consommer suffisamment d'acides aminés, mais pas nécessairement d'origine animale. C'est vraiment un raccourci qui ne fonctionne pas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas compliqué, c'est vraiment simple, comme je viens de vous l'expliquer en fait. Pour se contracter, la cellule musculaire a besoin, certes, de protéines, mais pas que. Elle a aussi besoin de minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore, d'oxygène, de fer, d'eau, bien sûr. Et au final, ce qui va construire du muscle, c'est l'entraînement. Certes, c'est l'entraînement qui déclenche le signal de la croissance musculaire. On le sait, c'est la tension mécanique appliquée aux fibres musculaires qui déclenche notamment la signalisation anabolique, notamment via les pathways de la mTOR, qui déclenche via l'utilisation de ce stress mécanique une réponse d'adaptation via la convocation des cellules satellites, etc. et qui va amener votre tissu musculaire à devenir plus fort, plus endurant, plus explosif et à se renforcer en vue d'une contrainte. C'est le principe du SAID, de la réponse à des demandes imposées. Ça, on sait ça depuis probablement 50 ou 60 ans. Mais l'apport en protéines notamment et l'alimentation de façon générale est permissive de la croissance musculaire et du développement notamment du tissu musculaire contractile. Sans un apport alimentaire optimisé, il n'y a pas de progression sur le long terme et il n'y a pas de croissance musculaire et d'hypertrophie. Même s'il faut effectivement un signal sous la forme d'une demande d'effort claire, structurée et potentiellement de plus en plus importante pour générer des adaptations croissantes, notamment dans le tissu musculaire et éventuellement les tissus conjonctifs, le tissu neural, etc. Sans une alimentation optimisée et notamment un apport en protéines optimisé, il n'y a pas de croissance musculaire sur le long terme. Parce que vous le savez, vous allez cataboliser vos propres tissus et les protéines qui sont essentielles, rappelons-le, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est le fait de casser les fibres musculaires pendant votre effort et pour qu'elles se reconstruisent plus tard, plus endurantes, plus fortes, plus solides. C'est donc pas du tout votre steak. Alors non, ça n'est pas du tout votre steak, parce qu'il n'y a pas besoin de protéines animales pour optimiser son apport en protéines et en acides aminés, on l'a dit. Vous pouvez tout à fait y parvenir avec une alimentation végétalienne ou végétarienne. On a d'ailleurs sorti une formation entièrement validée par les dernières études scientifiques sur la question qui s'appelle la diète végane. Si vous vous posez ces questions-là ou que vous suivez ce genre de vidéo parce que vous êtes végétarien ou végane et que vous avez du mal à optimiser votre alimentation, cette formation est faite pour vous. Je ne veux pas faire de la pub pour mes formations, mais le lien est en dessous si ça vous intéresse. L'aparté est clos, donc évidemment vous n'avez pas besoin de consommer des protéines animales pour optimiser la progression de votre masse musculaire par exemple, mais vous avez quand même besoin d'optimiser votre apport en protéines. Globalement. Parce que là, je crois qu'elle est en train de nous faire un amalgame entre les besoins énergétiques et les besoins structurels. Effectivement, pour se contracter, une cellule musculaire va avoir besoin d'un potentiel d'action, c'est-à-dire un influx nerveux qui va partir notamment du cerveau et du système nerveux central, qui va envoyer l'ordre à la cellule musculaire de se contracter. Et énergétiquement, pour produire la force de la contraction, elle va avoir besoin notamment d'ATP, éventuellement de glycogène, éventuellement de substrats énergétiques comme les lipides en fonction du type d'effort de court ou plus long terme. Ça, c'est pas la question. Le problème, c'est que de façon structurelle, pour se reconstruire, les protéines de nos tissus musculaires vont avoir besoin des acides aminés de notre alimentation. Donc sans un apport optimisé en acides aminés, c'est juste la base, la reconstruction notamment du tissu musculaire ne peut pas s'effectuer correctement. Même si, encore une fois, le tissu musculaire, même si les culturistes pensent que c'est absolument capital et qu'on ne mange des protéines que pour entretenir sa masse musculaire, c'est une partie extrêmement infime de la synthèse protéique globale, je vous l'ai dit, pour vos cellules, pour votre peau, pour vos organes, pour le plancher organique, etc. Donc ne pas confondre besoin énergétique de l'effort sur le moment et besoin structurel de reconstruction pour entretenir et éventuellement développer le tissu musculaire notamment. Personnellement, moi je suis végétarienne, presque végane et coach sportif. Une preuve vivante qu'on peut être musclé, solide, sans se blinder de blanc de poulet ou d'autres poudres protéines. C'est marrant, mais là, sur ce petit passage de son personal branding sur son alimentation quasi végétarienne ou végane, on la sent beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus solide que sur les affirmations scientifico-biochimiques sur la réalité des besoins en protéines depuis le début de la vidéo. On en arrive à la question de la supplémentation en protéines, qui sera probablement un des derniers arguments de la vidéo de Lucille, et on va voir ce qu'elle a à nous apprendre là-dessus. Eh bien, la plupart des sportifs de très haut niveau que j'ai pu rencontrer ne prennent pas ou très peu
de protéines en poudre. D'accord. Pourquoi? Probablement parce qu'ils arrivent à optimiser leur alimentation pour avoir suffisamment de protéines pour couvrir leurs besoins. Leurs besoins en récupération et leurs besoins en reconstruction musculaire. Donc certes, vous n'avez pas besoin, et personne ne l'a jamais affirmé en tout état de cause en sachant de quoi il parlait, de consommer des protéines en poudre ou des compléments alimentaires à base de protéines pour pouvoir optimiser votre santé et la progression de votre masse musculaire, mais vous avez quand même besoin d'optimiser votre apport en protéines global. La whey, même si c'est un aliment effectivement transformé, industrialisé, ça n'a pas d'impact néfaste pour la santé. On a des recherches qui montrent que c'est relativement neutre. Si vous pouvez consommer des protéines de meilleure qualité et des protéines moins transformées, faites-le impérativement, je vous en conjure. Me faites pas dire qu'il faut forcément consommer de la whey pour pouvoir avoir une santé optimale et une alimentation optimisée, c'est pas le cas. Il y a notamment dans les recherches en nutrition un indice dont on parle assez peu qui s'appelle le PDCAAS et qui permet de référencer la qualité des protéines en fonction de leur nature et de leur degré de transformation. Et on s'aperçoit de façon très claire que moins une protéine est transformée, plus elle a des impacts positifs à la fois sur votre santé, mais également sur la stimulation de cette fameuse MPS qui est la Muscular Protein Synthesis, donc la synthèse des protéines musculaires. Ce qui veut dire que si vous pensez que vous devez prendre de la whey pour pouvoir stimuler au max la reconstruction des tissus musculaires, c'est absolument pas vrai. Contentez-vous de consommer des aliments entiers non transformés. Sauf que, dans certains contextes, consommer des protéines en poudre, ça peut être utile. Si vous allez au travail après votre entraînement du matin et que vous pouvez pas vous trimballer avec des aliments entiers pour stimuler de façon optimale votre synthèse des protéines musculaires, emportez un shaker de whey avec vous ou une barre de protéines, même si c'est pas optimal en termes de qualité des nutriments, en termes de contexte, ce sera quand même probablement la meilleure solution que vous ayez. Donc ça veut pas dire qu'il faut consommer des compléments alimentaires pour pouvoir être en bonne santé encore une fois, mais parfois ça peut être utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Alors oui, elle m'a intéressé. Après, est-ce qu'elle m'a apporté des choses? Peut-être le fait de me rendre compte qu'il était important de faire un point clair, net et précis sur la vérité de l'apport en protéines, comme j'espère que cette vidéo vous l'aura apporté. Donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble des arguments de cette vidéo parce que je pense que ma démonstration a été déjà suffisamment détaillée, mais vous l'avez compris, pour être en bonne santé, qu'on soit sédentaire ou sportif, il faut consommer suffisamment de protéines tous les jours, parce que le corps ne peut pas réguler d'un jour sur l'autre, et si un jour j'en consomme de façon optimale et le lendemain absolument pas, ça va. Non, ça va pas. Par définition. La réalité de la fenêtre anabolique, par exemple, nous enseigne par définition qu'il y a une importance du timing des protéines, ce que les recherches en nutrition montrent très bien. Si je vous parle de fenêtre anabolique et vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo scientifique sur le sujet, elle est juste ici. Allez la voir, vous allez très probablement apprendre des trucs. Donc consommer un apport en protéines optimisé en fonction de ses besoins, un peu moins effectivement si on est sédentaire, un peu plus si on est sportif et encore un petit peu plus si on est sportif avec un besoin de reconstruction généré par des adaptations à l'effort qui demandent une forte composante musculaire. Consommer, ça elle l'a bien dit, des protéines avec des sources variées, pas nécessairement animales, mais surtout le moins transformées possible. Plus vous allez pouvoir prendre vos protéines et vos acides aminés de sources naturelles et d'aliments entiers non transformés, mieux ce sera pour votre santé et également pour la stimulation de la synthèse de vos protéines musculaires. Donc c'est une double bonne nouvelle, win-win, double effet qui se coule. Mais il n'y a, je le rappelle, et ce sera mon mot de la fin, aucun danger à consommer un apport optimisé en protéines, aucun danger si c'est votre kiff à consommer éventuellement un apport plus important en protéines ou même à consommer une part plus importante de protéines dans l'ensemble de votre alimentation. Ça va simplement globalement être plus coûteux que de rester à l'optimal. Mais encore une fois, faites les choses de façon éclairée avec un raisonnement scientifique valable derrière l'ensemble de vos choix et de vos actions. Si tout cela vous intéresse et que le détail de l'ensemble de ces données, j'en ai donné pas mal dans cette vidéo, vous passionne, et on a une formation qui s'appelle la formation Bayesian qui est entièrement scientifiquement validée et qui est faite pour ça. On enseigne tous les ans à des gens passionnés en nutrition et en entraînement à devenir des coachs compétents et à des coachs qui sont déjà coachs à muscler un peu leur jeu et à faire la différence entre les amalgames de la neuroscience et la réalité du consensus scientifique aujourd'hui en 2021. Si notre formation vous intéresse, la prochaine promo commence en septembre et le lien pour vous y inscrire est juste en dessous dans la description. Voilà, j'espère pas avoir été trop dur avec cette personne que je ne connais pas, qui fait des amalgames qui me paraissent relativement douteux, voire dangereux sur pas mal de choses, même si elle a eu des relativement bons points dans son argumentation et qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Malheureusement, la vérité des protéines est un petit peu différente que celle qu'elle a dépeinte et j'espère aujourd'hui, grâce à cette vidéo, que vous y verrez plus clair sur la réalité de l'apport en protéines et de nos besoins, qu'on soit sédentaire ou sportif. Mes soldats, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et allez m'appuyer sur le petit bouton rouge ici sur lequel il y a marqué s'abonner, parce que plus de la moitié d'entre vous qui voyez ces vidéos n'êtes pas abonnés à ma chaîne, parce que vous savez que ça améliore le référencement
référencement de mes vidéos, ça soutient la chaîne et aussi que personnellement ça m'encourage à investir du temps et du travail personnel pour vous fournir des vidéos de qualité qui vous aident à optimiser votre mode de vie, votre entraînement et votre alimentation. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'm a